Donc, nous étions en train de dire que si vous avez deux processus P1 et P2 qui lisent simultanément dans un même compte, ils incrémentent le compte chacun de 1000 et de 3000. Plus tard, lorsqu'ils vont écrire dans le compte, on va se retrouver avec des valeurs qui sont erronées. Si le processus P1 finit avant P2, on va se retrouver avec une valeur qui sera égale à l'ancienne valeur plus 1000. Et lorsque P2 finit après P1, on va se retrouver avec une valeur qui est égale à l'ancienne valeur plus 3000. De toutes les façons, si vous avez une situation où vous voulez faire deux versements, peut-être deux personnes sont en train de faire le versement dans un même compte, on risque de se retrouver avec une situation où le compte est erroné. Okay? Il faudrait que les instructions telles que la lecture, il faudrait que ce bloc d'instructions puisse être considéré comme une zone critique, de telle sorte que lorsqu'un processus a déjà commencé à faire ses instructions, tout autre processus doit être en attente d'exécution. Okay? Donc, quelque chose à noter, c'est que les variables courants et nouveaux sont locales. C'est-à-dire que même si vous avez déclaré une variable courant ici et que vous avez deux processus, les deux processus ne vont pas se partager les variables. Nous avons déjà dit ça lorsqu'on faisait la communication interprocessus. Puisque les deux processus ne se partagent pas des variables, on ne peut pas dire que ce courant-ci sera affecté par la variable courant qui se trouve dans le deuxième processus. Parce qu'il s'agit de deux programmes complètement différents. On dit, il y a donc deux exemplaires distincts et indépendants. Les deux processus se déroulent en parallèle. Okay? Ouais, les deux processus se déroulent en parallèle. Et si vous avez plusieurs processeurs, ces deux processus peuvent se dérouler en parallèle. L'exécution des opérations peut être entrelacée dans un ordre quelconque, à condition de respecter l'ordre local pour chacun des processus. Donc, ce que nous avons dit plus haut là, l'ordre local du processus est respecté. C'est-à-dire que pour chaque processus, il va faire courant, il va faire l'exécution 1, 2 et 3. Okay? P1 va également faire 1, 2 et 3. Mais est-ce que la première instruction de P1 va se dérouler avant ou après la première instruction de P2? Vous ne pouvez pas prédire ça à l'avance, puisque ça va dépendre de la façon dont le processeur va entrelacer les deux processus. Voici par exemple deux exécutions. Okay? La première instruction de P2 peut s'exécuter, ensuite la deuxième instruction de P2 et ensuite la troisième instruction de P2. Okay? Plus tard, les instructions de P1 peuvent se réaliser. Ou bien on peut avoir les instructions, première instruction de P1 suivie de la deuxième instruction de P1. Et puis la première instruction de P1 démarre, suivie de la deuxième instruction de P1, suivie de l'écriture de P2 et ensuite l'écriture de P1. Okay? Donc, deux exécutions du même programme peuvent vous donner deux résultats différents. Il y a donc un problème à résoudre ici, c'est le problème d'exécution mutuelle. La section critique et action atomique, j'ai déjà expliqué ce que j'avais déjà fait mention de ce que c'est que les sections critiques, mais nous allons revenir là-dessus. Comment éviter les problèmes d'accès concurrent aux variables partagées? Okay. Ici, en fait, la variable partagée, en fait, ce n'est pas une variable, mais c'est plutôt, on peut ça comme étant un espace mémoire, okay, ou bien une base de données. Parce que écrit dans le compte, le processus P1 va écrire dans le même compte que le processus P2. Donc, en quelque sorte, le compte dans lequel ils vont écrire est partagé par les deux processus. Okay? Par contre, les variables courants, nouveaux ne sont pas partagés par les deux processus. Donc, la question qui se pose, c'est comment éviter les problèmes d'accès concurrent aux variables partagées. Okay? Assurer que l'ensemble des opérations, c'est-à-dire consultation et mise à jour, est exécuté de manière indivisible, c'est-à-dire de façon atomique. Donc, une action atomique, c'est une action qui
soit elle se réalise, soit elle ne se réalise pas. C'est-à-dire que c'est une action qui est considérée comme un tout. C'est-à-dire que si vous faites un printf est une instruction atomique, c'est-à-dire que soit elle s'exécute, soit elle ne s'exécute pas. Si vous faites par exemple un fork est une instruction qui est atomique, c'est-à-dire que soit votre fork a marché et le fork vous renvoie le PID du processus fils qui a été créé, soit le fork n'a pas marché et il vous renvoie false. Donc, quand on parle d'action atomique, cela consiste à avoir plusieurs instructions, mais qui sont considérées comme atomiques, c'est-à-dire que soit toutes les instructions s'exécutent, soit aucune des instructions ne s'exécute. Donc, si vous avez fait les bases de données 2, par exemple, avancées, les instructions atomiques en BD sont représentées par les transactions. Okay, donc, si vous avez vu les transactions. Si vous voulez que plusieurs instructions puissent s'exécuter de façon atomique, vous les mettez dans les transactions. Donc, soit la transaction a réussi. Si la transaction échoue, alors ce que la base de données va faire, la base de données va faire des rollbacks, c'est-à-dire que la base de données va revenir en arrière à l'état avant l'entrée dans le bloc de transaction. Okay? Donc, c'est une façon de résoudre ça dans les bases de données. Mais au niveau du processus, supposons que vous avez 2 ou 3 processus, donc comment ça se passe au niveau du processus? C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Donc, pas d'interférence possible de la part d'autres opérations exécutées en parallèle. Donc, quand on parle d'action atomique, c'est-à-dire que quand le processus commence à exécuter ses instructions qui sont dans sa section critique, il ne doit pas avoir d'interférence de la part d'autres processus qui sont exécutés même en parallèle. Okay? Ici, pour le cas du processus 1, P1, P2, si A1 et A2 sont atomiques, le résultat des exécutions parallèles de A1 et A2 ne peut être que celui de A1, A2 ou de A2, A1 à l'exclusion de tout autre. C'est-à-dire que si on considère ces 3 instructions comme des instructions atomiques, c'est-à-dire que soit elles se réalisent toutes les 3 ou elles ne se réalisent pas du tout, alors l'exécution de P1 et P2 sera A1 a s'est exécuté, c'est-à-dire que P1 a fini son exécution, ensuite P2 s'est exécuté, soit P2 a fini son exécution, ensuite P1 s'est exécuté. Donc, on va dire que ces 3 instructions sont des instructions atomiques. Donc, tous les 3 sont considérés comme atomiques. OK? C'est-à-dire que si P1 commence déjà à lire le compte, P2 ne doit même pas commencer sa première instruction. Okay? Parce que la P1 sera déjà entrée dans sa zone critique. Et vous avez 2 processus. Comment faire en sorte que ces 2 processus puissent se synchroniser? Donc, on dit que la séquence 1, 2, 3 dans P1 et P2 est une section critique. Ça, c'est une section critique. Elle doit être exécutée en exclusion mutuelle. C'est-à-dire un seul processus au plus peut être dans sa section critique à un instant donné. Donc, dans les exécutions de programme, vous avez des sections critiques. Un seul processus au plus peut être dans sa section critique. Donc, si je considère ces 3 instructions comme étant des instructions critiques, comme étant la section critique, alors, à un instant donné, il ne peut y avoir qu'un seul processus qui exécute ces 3 instructions-là à la fois. Donc, s'il a déjà commencé à exécuter un, P2 ne doit pas commencer sa section critique. On dit que c'est une exclusion mutuelle. Donc, l'exclusion mutuelle permet de garantir 4 points. Okay? Donc, quand je dis exclusion mutuelle, il s'agit de garantir 4 points. Le premier point, c'est que 2 processus ne doivent pas se trouver simultanément dans leur section critique. Ça, c'est le premier point qui est garanti par l'exclusion mutuelle. Donc, 2 processus ne doivent pas se trouver simultanément dans leur section critique. Il ne faut pas faire des suppositions quant à la vitesse ou au nombre de processeurs mis en œuvre. Okay?
Si l'exclusion mutuelle ne fait pas des suppositions sur le nombre de processeurs qui sera mis en œuvre, okay, et aucun processus s'exécutant à l'extérieur de sa section critique ne doit bloquer d'autres processus. C'est-à-dire que si P1 n'aime pas dans sa section critique, son exécution ne doit pas bloquer P2, par exemple, qui veut entrer dans sa section critique. Aucun processus ne doit attendre indéfiniment pour pouvoir entrer dans sa section critique. C'est-à-dire que, supposons que vous avez une boucle, supposons que vous avez une boucle ici dans P1, OK? Il ne faudrait pas que P1 puisse être continuellement en train de s'exécuter sans jamais donner la main à P2. Parce que P1 va dire, je suis dans ma section critique, je suis dans ma section critique, et il va s'exécuter de façon indéfinie sans jamais donner la main à P2. Okay. Donc, l'exclusion mutuelle doit garantir qu'on n'exécute pas de façon indéfinie un processus. Okay. Et on bloque un autre processus d'entrée peut-être dans sa zone critique. Voilà par exemple deux processus A et B. Donc, le processus A va entrer dans sa zone critique. Lorsqu'il entre dans sa zone critique, okay, regardez que le processus B souhaite entrer dans la zone critique, mais le processus B va rester en mode bloqué jusqu'à ce que le processus A quitte sa zone critique. Okay? Dès que le processus A va quitter sa zone critique, alors le processus B peut entrer dans sa zone critique et l'exécution se poursuit. Okay? Donc, pendant que A est dans sa zone critique, ça n'empêche pas B à s'exécuter. Mais lorsque B va vouloir entrer dans sa zone critique, il va vérifier est-ce que A est dans sa zone critique. Si A est dans sa zone critique, il va rester en mode bloqué jusqu'à ce que A puisse sortir de sa zone critique. Okay? Dans la réalisation d'une section critique, je ne sais pas s'il y a des questions sur l'exclusion mutuelle, sur les conditions de l'exclusion mutuelle. Monsieur, je n'ai pas très bien compris comment se passe l'exclusion. Comment ça fonctionne l'exclusion mutuelle? Là, j'ai expliqué le concept. Maintenant, comment ça va se passer dans le code, on va voir ça plus tard. Mais sinon, la logique est là. S'il y a une ressource qui est partagée, parce que là, il faut partir du fait qu'il y ait ici, ils ont en fait ils ont une ressource partagée et ils souhaitent avoir accès à cette ressource de façon exclusive. OK? Donc, il y a cette notion-là où ils doivent s'exécuter de façon exclusive. Comment se rassurer que deux ou trois processus ne puissent pas accéder à cette même ressource? Supposons que tu as un fichier que tu souhaites sauvegarder, par exemple. Okay? Il y a un processus qui veut écrire. Il y a un processus qui souhaite peut-être que tu as un processus qui souhaite écrire, l'autre processus souhaite lire. OK? C'est un exemple qui... Bon, là, il n'y a pas de section critique parce que de toutes les façons, si le processus qui lit se réalise après, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas d'instruction erronée là. Mais quand tu regardes un peu l'exemple du TP que vous êtes censé réaliser, rendre, tu te rends compte que lorsque les voitures du nord-sud, okay, lorsque le temps est accordé pour ces voitures du nord-sud de passer, alors cela veut dire que nous entrons dans la section critique du processus qui gère les voitures du nord-sud. Et du coup, il doit informer en fait à tous les autres processus que moi, je suis dans ma section critique et tous ces autres processus ne vont pas exécuter le passage de leur véhicule. Donc, l'idée, c'est d'identifier où se trouve ta section critique et de mettre les instructions qui vont permettre à ce qu'il y ait exclusion mutuelle. Exclusion mutuelle, ça veut dire qu'à cet instant, un seul processus ne peut
ne peut qu'exécuter cette partie du code. Donc, il y a les parties du code qu'on ne peut pas exécuter de façon simultanée. C'est ça qu'on appelle la section critique. Donc, il faut juste comprendre le concept et puis on verra comment implémenter ça dans les TPE. Donc, la réalisation d'une section critique se fait de différentes façons, soit à l'aide de la déclaration et initialisation des variables communes. On peut décider d'utiliser les variables communes et les déclarer. Là, vous avez entrée de la section critique, entrée de la section critique. La section critique est définie et puis on sort de la section critique. Maintenant, entrée de la section critique et sortie de la section critique sont en fait des fonctions qui vont permettre de garantir l'exclusion mutuelle. Donc, bref, voici comment de façon générale, comment est-ce qu'on réalise l'exclusion mutuelle. Avant d'entrer dans sa section critique, vous allez exécuter un bout de code qui va permettre de signaler ou de mettre en garde, d'initialiser un ensemble de variables, de telle sorte que, une fois que vous êtes dans votre section critique, aucun autre processus ne puisse entrer dans sa section critique. Et plus tard, lorsque vous sortez de votre section critique, vous faites un ensemble d'instructions qui va permettre à ce que d'autres processus puissent également entrer dans la section critique. Donc, c'est en quelque sorte un bloc qui contient du code d'entrée et le code en sortie. Enfin, le code qu'il faut exécuter lorsque je termine ma section critique. Parce que, comme nous l'avons dit, dans l'exclusion mutuelle, si je termine ma section critique, il ne faudrait pas que j'empêche les autres à entrer dans leur section critique. Réalisation d'une section critique. Il existe plusieurs façons de réaliser une section critique. On peut utiliser l'attente active. Okay. Le processus qui attend la section critique boucle sur un test d'entrée. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu dans les chapitres précédents. Donc, le processus qui veut entrer dans sa section critique peut décider de faire une boucle sur la condition tant que la ressource n'est pas partagée. Voilà. Tant que la ressource est disponible. Donc, vous allez déclarer une variable peut-être disponible qui peut être vrai ou faux. Donc, tant que n'est pas disponible, ça fait que c'est une boucle infinie. Et l'autre processus va modifier le contenu de cette variable-là. Maintenant, regardez que ce sont des variables et chaque processus a ses variables locales. Comment écrire un programme qui aura des variables partagées? On verra comment est-ce que le système d'exploitation gère cela. Parce que si vous déclarez disponible dans les deux processus, ils ne seront pas partagés par les deux. Voilà. Donc, le système d'exploitation met à votre disposition des instructions, des primitives qui permettent de déclarer de telles variables. Okay. On dit que cette méthode est très inefficace, okay, parce que l'attente active veut dire que vous êtes en train de consommer des ressources. Okay. La deuxième méthode, c'est en utilisant les primitives spéciales qui sont fournies par le système d'exploitation. Okay. Ces primitives sont atomiques. Vous avez les primitives qui sont des opérations sur les sémaphores. Donc, nous verrons beaucoup plus de sémaphores. Okay. Ce sont les primitives générales. Donc, le système d'exploitation met à votre disposition les sémaphores pour faire cette exclusion mutuelle. Il y a également les mécanismes adaptés à des situations spécifiques, par exemple le verrouillage des fichiers. Vous pouvez avoir un fichier là que vous décidez de verrouiller en mode écriture. Okay. Si vous êtes en train de lire, par exemple, vous êtes en train d'écrire, vous pouvez verrouiller ce fichier de telle sorte que lorsque vous avez fini d'écrire, qu'un autre processus qui souhaite accéder à ce fichier en mode lecture peut en fait accéder à ce fichier-là. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà fait sur Microsoft, peut-être sans se rendre compte. Supposons que vous avez un document qui est ouvert et vous voulez couper ce document
d'un emplacement à un autre. OK? Ça veut dire que votre document est ouvert. Ça veut dire qu'il y a un processus qui est en train de lire le document. Et vous, vous partez dans le fichier, vous faites un contrôle X, vous coupez le fichier. Et quand vous voulez aller le coller ailleurs, en fait, il vous fait comprendre qu'un autre processus est déjà en train d'utiliser le fichier et que vous ne pouvez pas l'utiliser. Okay? Tout simplement, bon, il y a des instructions sur des fichiers qui sont des instructions exclusives. Bon, on verra plus tard que l'exclusion mutuelle, la synchronisation des processus ne veut pas forcément dire que si un processus utilise un fichier, l'autre processus ne peut pas l'utiliser. Non. Okay? Il y a des instructions qui ne peuvent pas se dérouler au même moment. Mais par contre, la lecture d'un fichier, plusieurs processus peuvent le faire de façon simultanée. Okay? Donc, ce n'est pas toute instruction de lecture ou bien d'écriture qui sont des instructions exclusives. Par contre, l'instruction, par exemple, de l'écriture et de la lecture ne peut pas se faire de façon simultanée. Mais la lecture et la lecture peuvent se faire de façon simultanée. Section critique par attente active. Voici un bout de code qui, en fait, ne marche pas. Si vous regardez de près, ça marche pas. Okay? Si vous regardez de près, ça marche pas. Voici un bout de code. Le processus P1 va dire tant que C1 est égal à 1, voilà, il va être en train de tourner. Supposons que C est partagé entre P1 et P2. Et ici, P2 va également dire tant que C1 est égal à 1. Regardez qu'au départ, C est égal à 0. Donc, le processus P1 peut démarrer, par exemple, avant P2. Et est-ce que C1 est égal à 1? Non. Ça fait que P1 va mettre la variable C à 1. Et dès qu'il va mettre la variable C à 1, il entre dans sa section critique. Et du coup, le processus P2, lui, il va rester bloqué ici parce qu'il sera en train de tester. Est-ce que C est égal à 1? Oui, C est égal à 1. C est égal à 1. C est égal à 1. Il ne peut donc pas sortir de cette boucle. Pendant ce temps, P1 peut exécuter sa section critique. Quand il finit d'exécuter sa section critique, P1 va mettre la variable C à 0. Dès qu'il met sa variable C à 0, à condition s'il devient fausse. Okay? Dès que cette condition devient fausse, alors P2 peut sortir de cette boucle et maintenant, c'est à son tour de mettre C à 1 et d'entrer dans sa section critique. Dès qu'il va mettre C à 1, il va entrer dans sa section critique. Et lorsque P1 voudra, par exemple, réexécuter sa section critique, il va se rendre compte que C1 est déjà 1 et lui va maintenant rester bloqué ici dans cette boucle infinie, dans cette boucle-là, pendant que P2 exécute la section critique. Donc, on a en fait l'impression comme si ça marche. À vue d'œil, on a l'impression comme si ça marche parce qu'on se dit, dès que P1 finit d'exécuter sa section critique, il met la variable C à 0. OK? Et en mettant C à 0, ça permet de déclencher, ça permet à ce que P2, qui attendait que cette condition soit false, va pouvoir passer à sa section critique. À vue d'œil, on a l'impression que ça marche, mais en réalité, il y a un problème. Le problème, c'est que rien ne vous dit que lorsque C va passer à 0, okay, rien ne garantit que lorsque C passe à 0, le processeur va donner la main à P2 pour vérifier sa condition. Parce que nous avons dit on ne doit pas faire des suppositions sur l'ordre d'exécution. Parce que, OK, voilà, on ne doit pas faire des hypothèses sur l'ordre d'exécution des processus. Donc, ici, ça, à vue d'œil, on a l'impression que ça marche, mais rien ne me dit que lorsque le processus P1 va mettre cette variable à 0, alors le processeur va automatiquement donner la main à P2 qui va vérifier sa condition, n'est-ce pas? Et dire, OK, C n'est plus égal à 1, je peux passer.
on peut se retrouver dans une situation où, après la section critique, le processeur décide toujours de traiter P1. P1 va mettre C à 0. Ensuite, le processeur donne toujours la main à P1, qui va toujours repartir dans sa section critique en vérifiant est-ce que C est égal à 1? Non, C est égal à 0. Donc, je peux entrer de nouveau dans ma section critique. Donc, on peut se retrouver dans une situation où un des processus peut monopoliser le processeur pendant que l'huile se met dans une attente infinie. Okay? Donc, ici, on n'a pas de garantie que P1, lorsqu'il va finir sa section critique, automatiquement, P2 pourra entrer dans sa section critique. Okay? Donc, ça, c'est un exemple qui a l'air de marcher, mais en réalité, qui ne marche pas. Okay? Parce que là, on a fait une supposition sur l'ordre d'exécution des processus. Le deuxième cas, c'est on peut décider de créer deux variables, C1 et C2. OK? C1 appartient au processus P1 et C2 appartient au processus P2. Et ce qui se passe, c'est que nous allons demander à P2 de vérifier la condition de C1, tandis que P1 vérifie la condition de C2. C'est-à-dire qu'ils ont chacune leur variable qu'ils modifient, qui est C1. Donc, P1 modifie C1 et P2 modifie C2. Mais pour que moi, je puisse m'exécuter, par exemple, pour que P2 s'exécute, il va se baser sur la valeur de l'autre processeur. OK? Donc, du coup, avant de s'exécuter, il va dire, OK, je vais mettre mon C1 à 1 pour dire que je souhaite entrer dans ma section critique. Mais avant d'entrer dans ma section critique, je vais vérifier si l'autre processeur n'est pas dans l'autre processus n'est pas dans sa section critique, en faisant un temps que C1 est égal à 1. Donc, un temps que C1 est égal à 1 va permettre de constamment vérifier si l'autre n'est pas dans sa section critique. Parce que s'il est dans sa section critique, il va mettre ça à 1. Parce que dès qu'il sort de sa section critique, il va mettre à 0 pour me dire je ne suis plus dans ma section critique. Et tous les autres processus qui étaient en train de vérifier l'état de ces deux peuvent passer à la section critique. On a l'impression que ça marche à vue d'œil. Mais en réalité, il y a un problème, c'est que vous pouvez être dans une situation où C1, OK, s'exécute. Il y a une situation où C1 s'exécute. On se retrouve avec C1 qui est égal à 1. Et avant d'exécuter cette boucle, le processus P2 s'exécute et met C2 à 1. OK? On se retrouve avec deux variables, C1 qui vaut 1 et C2 qui vaut 1. Et dès que C1 vaut 1, C2 vaut 1, regardez ici, cette boucle-là va être des boucles infinies. Parce que P1 sera en train d'attendre que P2 modifie sa variable C2, tandis que P2 est en train d'attendre que P1 modifie sa variable P1 à C1. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où P1 attend une action de P2 et P2 attend une action de C1. On se retrouve dans une situation de deadlock, okay? Une situation de blocage. Donc, du coup, quand vous regardez l'attente active, on a l'impression comme si c'est facile à réaliser parce qu'il suffit d'avoir une variable et les deux processus vérifient la variable. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Vous voyez, avec ces deux exemples, on n'arrive pas toujours à réaliser l'attente active à l'aide. On n'arrive pas à réaliser l'attente active à l'aide des variables. Il faut utiliser quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Il y a cette méthode-là qui a été proposée en 1981 par Peterson, qui permet en quelque sorte de résoudre ce problème, mais en utilisant cette fois-ci, il a ajouté une troisième variable. OK? Il a ajouté une troisième variable.
Bref, si vous regardez ça, ça résout le problème. Ça résout le problème. Parce que cette variable, ça résout le problème. Bon, qu'est-ce qu'il faut expliquer là? En fait, la variable qu'il a ajoutée, c'est une proposition de 1981 qui permet de résoudre. Donc, déclarer juste une variable ne suffit pas pour faire l'exclusion mutuelle ici. Déclarer deux variables ne suffit pas. Avec trois variables et cette condition, ceci permet de réaliser cette exclusion mutuelle. Une minute. OK, donc il y a l'exclusion mutuelle active, c'est celle que nous venons de présenter là. Ensuite, il y a l'exclusion mutuelle par verrouillage, c'est celle qui est fournie par le système d'exploitation. Nous allons voir celle-là. Les opérations de verrouillage sont une manière de réaliser l'exclusion mutuelle par une opération particulière, l'accès à un fichier. Donc, vous avez deux opérations. Vous avez une opération qui permet de verrouiller le fichier et une autre opération qui permet de déverrouiller le fichier. Alors, nous les notons V exclusive et def. Ça, c'est juste des noms symboliques. Donc, il n'y a pas une fonction V-exclusive en C. Okay. Ça, du coup, quand vous voyez tiret, vous savez qu'il n'y a pas le nom d'une fonction qui porte tiret en C. Donc, ici, c'est juste un nom symbolique. Donc, supposons que vous avez deux fonctions, une fonction qui permet de verrouiller le fichier et une fonction qui permet de déverrouiller le fichier. Okay. Ces fonctions doivent être atomiques, c'est-à-dire que soit le verrouillage a marché, soit le verrouillage n'a pas marché. Soit le déverrouillage a marché, soit le déverrouillage n'a pas marché. Et ces fonctions, en réalité, sont implémentées par le système. Donc, on va faire des appels système afin de verrouiller et de déverrouiller nos fichiers. Donc, un fichier F verrouillé en accès exclusif par un processus ne peut pas être verrouillé par un autre processus. Donc, dès qu'un processus verrouille de façon exclusive, un autre processus ne peut pas verrouiller ce fichier.